Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital. Bonjour à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 154. J'espère que vous allez bien. J'ai avec moi Stéphane, qui est au bureau en fait. On dirait qu'il est au bureau. Derrière, il y a un ordi et tout. C'est-à-dire que là, je suis sur mon espace personnel et derrière, c'est mon espace télétravail. Voilà. D'accord, ok. Donc, tu as vraiment aménagé deux espaces. Ça rigole plus. Ça ne rigole Exactement. plus. Il faut trancher, il faut couper. Tu as raison, il faut créer deux espaces, c'est hyper important. Tout le monde n'arrête pas de le dire d'ailleurs. Créons de l'espace. Exactement. Tiens, attends, j'en profite vu que tu es très zoomé, pour moi aussi me très zoomer. Mais zoom très toi, comme ça on voit que tu t'es bien rasé. Hop. La tête. Voilà, enfin à peu près la même taille comme ça. Voilà, parfait. Bon, bah du coup, j'espère que vous allez bien la chatroom. Sanae Shrimp, Guillaume FR, Minotaur, Ghost Dragon, tout ça. N'hésitez pas à partager le tweet que l'on a fait. D'ailleurs, je l'ai programmé. Et que je n'ai pas partagé. Mais c'est normal parce qu'en fait, il se lance à 20h pile. Donc voilà. Il y a 4 minutes, tu vois. Regarde, hop. Et Studio Renegade. Yeah. Bon, du coup, j'en profite quand même. Retweeter, liker, et voilà. Comme d'habitude, tipeee.com/cdrenegade et Twitch Prime. On va revoir les paliers d'ailleurs du Tipeee. Et pareil, Twitch Prime, Twitch, machin, tout ça. Vous pouvez vous abonner. Ça vous donnera droit à des choses nouvelles à partir du mois de juillet. Et de belles choses nouvelles. Alors des concours, des tirages au sort tous les mois parmi les subs et les tipeurs pour gagner des trucs. Et pas des petits trucs. Ça tease. Ça sera des gros trucs, exactement. Ça tease. Et merci à Corben qui nous lance un raid de 16 personnes. Ça fait plaisir. Ah non, de 20 personnes du coup. Parce que c'était 16 au début, puis maintenant c'est 20. Ah, puis maintenant c'est 20. Et maintenant c'est 20. Donc, et peut-être qu'après ça sera 200. Et peut-être qu'après ça sera 200. Bon, on va passer aux news du coup. Merci à Corben du coup. Et on passe aux news et on va parler d'un microscope à imprimer en 3D. Ouais, et c'est pas mal ça. Et on se demande qui a trouvé la news. Je ne sais pas. Alors du coup, vas-y, parle-en. Alors en fait, c'est un projet de microscope imprimable en 3D. Alors c'est une revue biomédicale qui fait ça, c'est Optique Express. D'accord. Ça fait partie d'un groupement de publications médicales. Voilà, il y a 3 versions de dispo. Donc là, on voit un petit peu les parties imprimées en 3D. Alors il y a une version low cost, une version moyenne et une version luxe. Donc la version low cost, c'est juste une petite caméra de Raspberry Pi à $5. Alors les toutes premières, pas les dernières qui sont un peu plus plus avancées. Voilà, donc en gros c'est ça. Il y a un tube, le tube optique, parce que ça c'est compliqué à fabriquer et à imprimer en 3D, qui coûte $26. Voilà, et il y a à peu près $5 de pièces et $5 de PLA. Donc en gros, pour $40, on arrive à se faire un microscope électronique quand même. À balayage, non, peut-être pas, mais... non, alors bon, après t'as pas tout ce qui est toutes les options qu'il y a dans les versions supplémentaires, mais en mode ludique, ça je trouve ça pas mal, même à faire avec les enfants, tu vois. Ah mais ça c'est cool. T'imprimes les pièces, tu l'assembles, du coup les gamins ils voient comment ça marche un microscope, et puis après tu constates un peu les résultats sur le PC. J'ai trouvé ça vachement sympa. Après il y a une version moyenne gamme. Alors là c'est si vous commencez à faire un petit peu de recherche ou que vous aimez bien regarder au microscope. Là ça coûte environ $100. Donc en plus il y a un Raspberry Pi qui va pouvoir vous aider à gérer de l'autofocus, il y a une caméra plus avancée, etc. Et puis après, tu as la version luxe, hyper luxe même, à $250. Donc là, on est quand même vachement moins sur du petit projet ludique qu'on fait à la maison. Mais avec, du coup, là, tu as tête motorisée, donc autofocus. Là, tu es en mode, le truc, il est capable de gérer des lumières fluorescentes, etc. Donc, tu as un éclairage quand même à LED, voilà, le petit module caméra, etc. Et puis voilà, donc il montre bien. L'éclairage à LED, on le voit, effectivement. C'est top, c'est top. Tu vois bien les LED. Donc, vous pouvez. Je vais mettre le lien dans la chatroom. Dans le chat.
Je vous mets le lien, les amis. Et on le mettra dans la description YouTube, sous la vidéo. Exactement. Et pour ceux qui sont sur YouTube, voilà, ça sera dans la description. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Pouce bleu, la cloche, tout ça, machin, comme d'hab. Bref, voilà. Mais du coup, voilà, c'est pas mal. Donc il y a un PDF qui est téléchargeable sur le site. Allez y jeter un œil. Même je trouve que pour la culture générale et savoir comment ça fonctionne, comment ça s'assemble, c'est hyper sympa. Ok. Voilà. Bah cool, belle découverte en tout cas. Les applications natives sur le Surface Duo. Alors ouais. Le Surface Duo, ça fait partie des trucs que j'attends parce que c'est vraiment, c'est vraiment un objet chelou. Ce smartphone, tablette pliable. Alors c'est 2 écrans, hein, on n'est pas sur un écran pliable là pour le coup. Donc voilà, ça rappelle le concept du courrier de Microsoft, hein, premier du nom, qui nous faisait déjà beaucoup rêver à l'époque. Eh bien, on a un aperçu maintenant des applications natives Android qui tourneront dessus, avec des exemples de mail et ce genre de choses. Et comment est-ce que ça s'architecture sur le smartphone. Et donc là, par exemple, on voit un explorateur de fichiers, hein, ni plus ni moins, avec à gauche les fichiers, et lorsque vous cliquez dessus, vous avez un aperçu à droite. Malin ou pas? Bah, malinx le lynx, j'ai envie de dire. Manquerait plus qu'on ait ça dans Windows, hein, parce que bon. Bah, ça viendra, hein, Windows 10X, tout ça, machin. Mais non, honnêtement, l'idée est pas bête. Pour les mails, pareil. À gauche, vous avez la inbox, et à droite, vous allez vous retrouver avec l'aperçu du mail. Sachant que là, c'est pas Outlook, hein. On est sur une demande si c'est pas Gmail ou ah non, c'est Outlook. Je dis une bêtise, c'est Outlook. Celui-ci, c'est Outlook, je le reconnais. C'est Outlook pour Android. Ouais, c'est Outlook pour Android. De toute façon, qui sera livré avec, évidemment, vous pouvez vous en douter. Là, on voit la composition d'un message. Où du coup, eh bien, à gauche, tu tapes ton message. C'est un SMS. Hein. Et à droite, bah, t'as la page d'accueil. Dans les faits, bah, ça va se mettre que sur une seule des pages. Un truc qui pourrait être sympa, par contre, je vais te montrer la capture d'après. On peut déplacer le clavier pour l'afficher sur l'écran de droite et avoir la composition et la conversation à gauche. Le vrai souci, enfin le vrai plus plutôt, ça aurait été qu'on puisse la prendre dans l'autre sens, la tablette, et d'avoir un clavier complet sur l'écran de droite, par exemple, en mode paysage, tu vois, et en haut avoir la discussion et en faire une espèce de mini PC, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc voilà, ça aurait été plutôt cool. On vous montre aussi l'écran d'accueil, hein, ni plus ni moins. Voilà. Et alors la navigation web, c'est un peu spécial. Parce que là, on peut afficher une page web sur toute la largeur, mais... Ouais, avec la bande au milieu. Quoi. Avec la bande au milieu, voilà. Donc ça, c'est... Par contre, ce qu'il y a de cool, c'est qu'on peut afficher 2 pages web. Par exemple, nous, quand on fait nos news du soir, on peut avoir un navigateur web d'un côté dans lequel on fait la saisie de nos news, et à gauche, le navigateur, par exemple, avec Feedly ou la news qu'on est en train de lire, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est après, je crois que la bande est un peu exagérée exprès sur le kit de dev. Elle est un chouille plus fine que ça. Oui. Bon, après, on s'y habituera ou pas, ça sera comme... Après, c'est comme quand tu fais du multiscreen sur ton PC, finalement, tu as toujours une barre noire au milieu. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est le rêve de tout le monde de plus l'avoir, mais bon, voilà. Bon, à voir à l'usage. À voir à l'usage, et c'est vrai que sur ce type de device, là, il y a un vrai challenge en termes d'interface d'ergonomie. Et d'ergonomie, et il y a vraiment des trucs super à faire. Oui. Et là, on est au balbutiement, j'ai envie de dire. Ouais. Et j'ai hâte de voir les idées de génie des développeurs tiers qui vont arriver par la suite. Quoi. Exactement. Donc à suivre, mais je trouve que c'est un appareil qui est hyper intéressant. Bon, il y en a 2 qui m'intéressent. Il y a celui-ci et le Pixel 4a. C'est très bête, mais le Pixel 4a, le design du Pixel 4a quand je l'ai vu et tout ça, je trouve que c'est vraiment top. Mais on en parlera juste après du Pixel 4a. On va chez Google et on va parler de Sabrina. Alors non, Sabrina, c'est pas le prénom de Google. Google n'est pas une fille ou une femme. Sabrina, en fait, c'est un nouvel objet de chez Google et c'est lui. Oui, il existe. C'est lui ou c'est elle? Non, c'est lui en fait. Ou elle, je ne sais pas en fait. Mais ça s'appelle Sabrina. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau Android TV Chromecast version Google. Et c'est pas une apprentie sorcière, Minotaur, Sabrina. Non, du tout. Sabrina, donc, qui nous propose... Une chanteuse à forte poitrine. Non, boys, exactement. Non, mais c'est... En fait, ce qui est cool avec ce projet-là, c'est qu'en fait, on va enfin avoir un nouveau matériel 100% Google Android TV. C'est plus le cas depuis déjà les Nexus Player. Donc, il existe en 3 couleurs. Un espèce de rose poudré, blanc et noir,
qui, j'avoue, n'a à peu près aucun intérêt, le rose poudré et noir. Pour une raison simple, c'est que vu la taille du câble HDMI, il risque d'être derrière la télé. Hein, C'est ça. voilà. Donc on le verra jamais. Donc choisir une couleur pour ça. Tu peux te mettre une petite rallonge. Hein, Oui, pourquoi pas. Donc on a un aperçu de la télécommande. Qui n'a pas évolué depuis le Nexus Player. Qui n'a pas évolué depuis le Nexus Player. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, c'est le retour de la molette cliquable de l'iPod. » C'est un D-pad classique. Simplement, il est camouflé là-dessous. Voilà. Ouais, non, alors après, peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir un D-pad pour régler le volume, par exemple. Tu vois, peut-être que ça sera tactile pour le volume. Tu tournes vers la droite, ça monte. Tu tournes vers la gauche. Ou pour avancer, reculer dans les émissions. Mais j'ai un peu un doute. Et donc là on voit l'interface classique, là c'est HBO Now, l'interface classique de Android TV. Donc c'est pas un Chromecast, on est vraiment sur de l'Android TV pur et dur, comme une Shield TV et tout ça. Sauf que c'est dans un format ultra compact. Donc à suivre. Il y a un bouton en tout cas Google Assistant dessus. On n'a pas les specs encore, hein, on est d'accord. On n'a pas encore les specs, ça a fuité. Je pense que c'est le genre de choses qui normalement devait être annoncé à la Google I.O. qui a été annulée la semaine dernière, le 28 mai, je crois. Donc il y a plein d'annonces qui devaient être faites et qui finalement ont été, à cause du Covid, ont été repoussées. Et maintenant, à cause même des événements aux États-Unis en ce moment, donc sur la révolte liée à la mort de ce citoyen américain noir tué par un policier blanc, il y a beaucoup d'émeutes un peu partout dans le pays. Et donc du coup, l'actualité est tellement grave pour eux, dans le pays, tout le monde ne parle que de ça, que rajouter un message de « Hey, regardez mon nouveau téléphone », les gens vont dire « Ta gueule ». En fait, on s'en fout de ton nouveau téléphone ou ton nouveau machin, juste ta gueule. Donc du coup, pour éviter ces écueils-là, Sony d'ailleurs aussi a repoussé sa conférence qui devait avoir lieu demain soir, parce que l'heure est pas du tout à faire la fête. Non, pas dans cette pas période. tellement. 2020 est une drôle d'année. Hein. Salut Florent le geek. Bon, enfin bref, du coup... Sabrina, c'est ce nouvel appareil qu'on va découvrir dans les semaines qui viennent. Normalement, ça n'arrête pas de fuiter. Est-ce qu'on pourra dire OK Sabrina? Non, ça sera toujours d'accord moteur de recherche. Pixel, une amélioration de l'autonomie. Et c'est pas une petite amélioration. En fait, il va y avoir une grosse mise à jour logicielle pour tous les utilisateurs des Pixel à partir du Pixel 2. Donc c'est pas mal quand même, ça remonte vachement en arrière. Pour Google, c'est étonnant. Pour Google, alors c'est ça en fait. C'est pas étonnant. Le Pixel 2, il a combien de temps? Maintenant 3 ans. 4 ans 3 ans. Ouais, normalement c'était un support 24 mois. Finalement, là c'est un petit peu étendu. L'idée en fait, c'est d'utiliser, tu sais, ils avaient introduit l'idée de la gestion de batterie intelligente. Ouais. Sauf que, c'était pas ultra efficace. Là, avec Android 10, avec la dernière mise à jour qu'ils ont faite, ils sont capables de mieux gérer tout ça, de détecter l'usage et vos applis préférées, et ainsi les prioriser sur l'usage de batterie et tout ça. Voire même, du coup, de déployer plus de puissance, processeur et ainsi de suite, sur ces applis-là. Comme ça, si elles consomment, c'est pas très grave, mais surtout de limiter les autres, pour qu'elles vous laissent suffisamment de batterie, de jus, pour utiliser ces apps-là. Donc c'est pas mal, en fait, cette façon de fonctionner. Je vous montre un vieux Pixel photo piqué sur Android. Enfin, un vieux, c'est un Pixel 4 quand même. Donc voilà, le contrôle de la situation. Maintenant, vous pouvez programmer un horaire de contrôle aussi. C'est parmi les nouveautés. Donc par exemple, dans les 15 prochaines minutes ou jusqu'à 8 heures devant vous, le Pixel vous contactera pour vérifier si tout va bien. C'est-à-dire que par exemple, tu vas à un rendez-vous Tinder avec quelqu'un que tu ne connais pas. Non, mais il y a des gens à qui il arrive des bricoles. Tu peux dire, eh bien, voilà, je m'en vais. Et si jamais... En gros, ton téléphone va te demander est-ce que tout va bien? Et toi, tu dis oui. Est-ce que tout va bien? Oui. Est-ce que tout va bien? Oui, de temps en temps, tu vois. Et si jamais il n'y a pas de réponse, il va envoyer une notif à vos contacts d'urgence. Genre, il y a un problème. Il répond pas, il y a un problème. Donc, il fait office de balise de détresse aussi. Ça envoie un message d'urgence en cas de danger. Ils reçoivent ta position par Google Maps et tout ça, toute une liste. Mais c'est pas mal l'idée. Tu vois? Oui, faut juste pas oublier son portable au chiottes au resto. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, ça envoie un contact à tout le monde. Mais au moins, tu sais où est ton téléphone, parce que ça envoie le contact Google Maps. Donc cette idée de fonctionnalité est pas déconnante en fait. Non, c'est pas déconnante du tout. Et il y a une alerte de crise, donc votre Pixel vous notifie en cas de catastrophe naturelle. Voilà, ou d'ampleur comme le Covid-19 et tout ça, inciter à vous mettre en sécurité. Par exemple, en ce moment, avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a des émeutes un peu partout et tout ça, donc voilà.
Pro tip, si tu lâches pas ton tel pendant ton rendez-vous de Tinder, tu vas pas conclure. Mais c'est pas tout le temps, c'est genre toutes les 15 minutes, il te le demande, ou toutes les heures, ou voilà, c'est toi qui choisis. Tu choisis la récurrence et la durée. Ah, mais si tu vas à un rendez-vous un peu où tu sens que c'est un peu chelou, Ouais, c'est ça. pourquoi pas, Voilà. Si t'as un doute, tu vois. Ouais. Même des fois, aller récupérer un truc sur le bon coin, non, mais... Ça... tu sais pas où tu tombes. Ouais, c'est ça, tu sais pas où tu tombes. Ça pourrait être ça, mais pas que. En fait, ils ont mis ça en place, malheureusement, pour les femmes en fait, qui se font agresser lors de sorties et autres. Bon, ça arrive aussi pour les hommes, hein, mais pas de sexisme. Mais n'empêche que c'est quand même plus souvent les femmes qui malheureusement sont agressées. Et donc du coup, cette fonctionnalité sert aussi à ça. Il y avait déjà une fonctionnalité d'urgence où tu appuies plusieurs fois sur un bouton et ça lançait un truc d'urgence. Sauf que si tu es inconscient ou si tu as un problème, c'est un petit peu compliqué. Pas, ouais. Voilà. Ça marche. Mais cette idée, en tout cas, est pas déconnante. Pour le moment, c'est réservé que aux pixels. Donc il faut vraiment avoir un pixel. Ils essaient de redonner un petit avantage comme à chaque fois. Et ensuite, cette fonctionnalité sera sans doute déployée sur tous les autres téléphones Android. On va parler de Raspberry Pi, puisqu'il y a un nouveau modèle qui est sorti. Ouais, encore. Eh ouais. Alors que Recalbox est en cours de développement sur Raspberry Pi 4, c'est ça. Il y a une nouvelle version encore plus costaud qui arrive. Donc les premiers modèles, hein, vous vous souvenez, ils étaient en 1 et 4 Go. Donc là, on a une version 8 Go de RAM qui sort. Toujours plus. Toujours plus haut, toujours plus fort, sachant que en cherchant un peu dans la doc, etc., il y a des gens qui se sont aperçus que le processeur, donc qui est un BCM2711, il est capable de gérer jusqu'à 16 Go de RAM. Donc ça veut dire qu'on risque aussi d'avoir du coup potentiellement une version encore plus costaud qui va sortir dans l'avenir. Donc là, je sais même pas ce qu'on va pouvoir faire avec avec tant de puissance sur une aussi petite machine, mais ça peut être vachement sympa. Voilà. Mais alors, Ghost Dragon a dit, Fabrice l'a dit, la version 8 Go ne sert pas pour Recalbox. Alors, elle ne sert pas pour l'instant. À mon avis, il y a quand même quelques optimisations du côté de certaines consoles pour lesquelles ça pourra certainement profiter. Donc voilà. Maintenant, donc du coup, ça sera dispo au 1, 2, 4 et 8 Go. C'est ça. En attendant le 16. Oui. Non, mais là, il y a la version. Non, mais il y a la version 2 qui disparaît. Je crois, au profit de la version 1. Ouais, peut-être la plus petite. La plus petite, c'est la 1 Go. Ouais. Mais je crois la 1 disparaît, ouais. Non, il me semble qu'elle disparaît. disparaît. Ouais, la plus petite disparaît, ils en rajoutent une. Mais ouais, pour faire même un petit serveur web, tu commences à avoir, pour héberger un truc ultra léger, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, t'es pas mal là. Hein. Ouais, t'es quand même pas mal. Parce que si t'es sur du Node.js, un Raspberry Pi 2 ou 3 déjà, ça passe. Donc non, là t'as moyen de commencer à faire des trucs vraiment, vraiment intéressants. Voilà. Et justement, moi je me sers d'un Raspberry Pi avec du Node.js et tout ça, mais pour Homebridge, qui me permet d'utiliser les appareils non HomeKit compliant de mon installation. Quelle transition. Et oui. Et justement. Quel professionnalisme, quelle transition. Non, mais évidemment, c'est des années et des années d'entraînement. Je vais vous parler justement d'une caméra compatible HomeKit. Pi 3 Homebridge, ça tourne tout seul, mais complètement Ghost Dragon. Et donc, oui, et même certains softs de domotique tournent très très bien sur un Raspberry. Alors, je vous avais expliqué comment faire avec un petit Pi 0 et le module caméra, une caméra HomeKit. Vous l'avez sur ma chaîne YouTube, je crois, ou sur Things, la chaîne Things. Vous l'avez sur la chaîne de l'émission Things. Vous cherchez de toute façon, vous allez trouver. C'est facile. Je vous mettrai le lien à la limite sous la vidéo sur YouTube. Comment faire ça? D'ailleurs, je me dis que faire la même chose avec un Pi 4, tu peux avoir une qualité d'image vachement plus sympa sur le live, le flux live et tout. Mais bon, consomme forcément plus. Là, c'est tout petit. Donc, on peut y adjoindre une batterie, par exemple, si vous voulez faire un truc d'extérieur ou autre. Enfin, c'est pas mal. Bref. En fait, c'est Eve, donc, qui appartenait avant à Elgato, mais qui, je crois, n'appartient plus à Elgato. Qui a lancé en fait, alors la gamme Eve, c'est des périphériques HomeKit de toute première génération, hein, qui existaient surtout en Bluetooth d'ailleurs. Depuis, ils sont mis à jour, il y en a plein d'autres. Ils sont vraiment en avance là-dessus. C'est les premiers à avoir sorti un contrôleur de
d'arrosage du jardin, les premières têtes thermostatiques compatibles HomeKit et tout ça. Enfin bref, ils étaient vraiment là au tout début. Mais il leur manquait une caméra. Ben voilà, c'est chose faite. Elle avait été annoncée en fait au CES et elle est maintenant disponible. Dès maintenant, vous pouvez la précommander sur le site de chez Eve dès le 23 juin. Et elle sera livrée dès le 23 juin. Si vous voulez pas commander chez eux et attendre, elle sera dispo sur Amazon et chez Apple, en boutique Apple, à partir du mois de juillet. Donc quelques semaines après. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle a comme spec? Elle fait du 1080p, elle a un angle quand même de vision de 150 degrés, ce qui est pas mal. La vision est intéressant. Ouais, et un détecteur infrarouge, c'est-à-dire que et évidemment la vision nocturne et tout. Salut Roxy Juju. Et ça signifie qu'en fait, si jamais il y a un mouvement devant, elle peut même aussi servir par exemple pour allumer les lumières chez vous, sans que ce soit une détection vidéo. Mais en fait, juste le capteur de mouvement peut être activé pour faire de la détection et allumer, par exemple, la lumière dans votre couloir ou dans votre entrée ou peu importe. Et les deux apparaissent comme deux périphériques différents dans HomeKit. C'est-à-dire que vous pouvez désactiver la caméra, mais garder le détecteur de mouvement actif, par exemple. Voilà à quoi elle ressemble. Ça ressemble un peu aux caméras Nest. Oui, en fait, Hydrelox, elle est disponible à la précommande, livrée le 23 juin. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près pour avoir une idée à côté d'un livre et tout ça. Ouais, et puis, elle n'est pas énorme. Hein. L'application qui va bien, ça c'est l'application Eve, mais vous pouvez évidemment utiliser celle d'Apple, l'application maison, vous avez tout dedans et c'est même ce que je vous recommande à la limite. Donc voilà, il faut savoir que la base est aimantée, c'est-à-dire que vous collez l'aimant et ensuite vous posez la caméra dessus sans problème, enfin sauf si vous la posez sur une étagère, hein. Mais pour tout ce qui est fixation murale en fait, pas obligé de percer. Elle est hyper légère, donc voilà. Après, où tu colles une petite plaque, plaque de métal et tu viens la mettre dessus après. Quoi. Alors, il faut savoir qu'en fait, l'avantage, c'est que lorsque vous filmez avec cette caméra-là chez vous, enfin, lorsque vous allez enregistrer des vidéos, il faut savoir que ça passe par iCloud, donc le truc est encrypté de bout en bout. En fait, il faut répondre enfin, chiffré de bout en bout, et il faut vraiment répondre à un cahier des charges qui est très très contraignant. Par contre, pour utiliser cette partie-là, il faut disposer d'un espace de stockage au moins de 200 Go ou de 200 Go en fait de stockage chez Apple. Sans ça, sans activer cette fonctionnalité-là, vous n'avez pas accès aux fonctionnalités d'enregistrement de la caméra. Voilà. Donc, mais après, il faut savoir que savoir l'abonnement iCloud, iCloud Storage. Oui, alors sachant que ça mange pas de l'espace de votre abonnement. C'est-à-dire que vous preniez un abonnement de 200 Go ou de 1 Tera, vous aurez, quoi qu'il arrive, 10 jours d'enregistrement. Et c'est pas déduit de ce stockage-là. Et vous pouvez pas aller voir les enregistrements sur votre compte iCloud. C'est vraiment séparé. À partir du moment où vous êtes abonné à iCloud, ça active cette option-là. Mais c'est tout, en fait. Ensuite, vous avez droit à 10 jours de retour arrière. Et voilà. Donc, pas trop mal, honnêtement. $149, c'est le prix de la préco. C'est à peu près le prix de la Netatmo Welcome, par exemple, que moi j'aime bien. La Netatmo Welcome est compatible entièrement avec HomeKit. Elle fait exactement la même chose que cette caméra-là, avec des fonctionnalités un peu différentes, mais elle fait exactement la même chose. Elle a des petites options différentes, mais sauf qu'elle enregistre aussi localement sur la caméra ou sur Dropbox. Vous avez soit une carte mémoire, soit Dropbox. La Welcome, c'est l'intérieur. Hein. Oui. C'est l'intérieur, exactement. Elle est à 189, je crois, elle est un petit peu plus chère. Mais vous la trouvez assez facilement en promo à des prix plus intéressants. C'est la présence qui vient d'être mise à jour. Oui, la présence avec en plus une sirène de 105 décibels. Ouais. Exactement. Ça pète bien les oreilles si le gars est juste en dessous. Bon, enfin bref, voilà. Donc Eve a enfin sorti sa caméra. C'était attendu depuis le CES. Ben, c'est chose faite. Faire planter un smartphone Android avec une image, c'est possible. Ça, c'est bon, ça. C'est possible, et c'est très très bon. Hein. Donc, cette image-là, si vous la trouvez sur Internet, et que vous décidez de l'installer en fond d'écran sur votre téléphone Android, eh bien, il y a des chances que ce soit la fin de votre téléphone Android, ou presque. Hein. Donc là, je vous montre une photo du fond d'écran installé sur un smartphone de chez Frandroid. Alors, c'est un problème qui a été découvert par Ice Universe, un spécialiste de l'actu Samsung. Et en fait, en gros, il a fait un tweet en disant « Hey, surtout, ne mettez pas cette image, ça fait planter votre téléphone. » Et ça fait planter, mais genre sévère, quoi. C'est l'écran qui se met à redémarrer en boucle. Donc tout le monde a téléchargé l'image. Bah évidemment.
Et ça le rend en fait inutilisable sans le réinitialiser complètement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un hard reset total. Ah non. Si. Ah, j'avais pas vu le coup du hard reset. Ah bah je croyais que tu le rebootais en mode... Non, les Samsung sont particulièrement touchés en fait. Donc tu fais ça, t'es mort. Donc Nine to Google a fini par mettre le doigt sur les raisons du bug. Et en fait, ça vient de la gestion de l'espace de couleur, l'espace colorimétrique en fait. En gros, cette image, elle est sRGB. Et donc ça... Enfin, non, plutôt... Attends. Avec l'espace de couleur sRGB, mais cette image utilise un espace de couleur RGB. Et en fait, il n'est pas capable de gérer l'espace de couleur RGB, il gère que le sRGB. Résultat, en fait, il parvient pas à l'afficher correctement, ça provoque un redémarrage de l'écran. Le problème est réglé a priori avec Android 11, qui convertit les images automatiquement dans des espaces de couleur gérés par le smartphone, au besoin. Mais c'est ouf quand même que... Juste parce que l'espace de couleur est Exactement. pas géré. C'est un bug qui en fait existe depuis des années et des années. Personne s'en est vraiment rendu compte ou s'en est vraiment préoccupé. Et un mec a fait le test et boum. Surprise. Ouais, après Chagara, t'as pas eu le temps de tester, mais ne le fais pas. Si jamais tu te... Après, peut-être que le OnePlus gère l'espace RGB, mais moi je ne testerai pas en fait. Sinon, t'es bonne pour perdre toutes tes données avec un hard reset. Donc, je ne tenterai pas le diable. Là. Moi non plus. El Diablo. Exactement. Bon. Faut d'abord que je négocie un iPhone s'il plante. Oui, mais s'il plante, il suffit juste de le remettre à zéro, il plante plus. Hein. Ouais. C'est ça. Tes données sont chez Google, toutes les photos que tu as sur ton téléphone et tout, j'espère. Google et Microsoft s'associent pour améliorer la correction d'orthographe. Et ouais, oula, le titre est carrément trop long. J'ai fait une Bertrand. Donc je vais j'ai essayé de ça. faire super attention moi, parce que j'étais parti à un moment, je sais plus sur quelle news, sur un titre, mais vraiment hyper long aussi. Et ouais, il est pas mal. Non, regarde. Hop. Voilà. Ah, magnifique. Et oui. Magnifique. Donc, c'est pas mal. Faire coucou à ma fille. Coucou fille. Coucou fille. Ferme la porte, chouchou. Donc voilà, Microsoft Edge 83 sera le premier à en profiter, puisque Chrome arrivera après. Et donc voilà, c'est tout bête. Ils vont bénéficier en gros d'un correcteur orthographe et de grammaire intégré à Windows. Il y en a déjà un dans Windows, mais si tu veux, ils ne discutaient pas avec le navigateur. Aujourd'hui, maintenant, c'est possible. Ok. Et voilà. Donc c'est pas mal. La version 83 de Edge sera la première à en bénéficier, donc. Hein. Et Chrome l'aura juste après. Il y a déjà une intégration qui est complète sur macOS. C'est-à-dire que sur macOS, c'est déjà intégré. Oui. Déjà intégré. Donc voilà. Moi, j'attends dans Edgeum, parce que je suis passé à Edgeum. Oui, moi aussi. Je suis passé à Edgeum. Et pour l'instant, l'essayer, c'est l'adopter, je trouve. Ouais, pareil. Et même sur mon Mac. Assez surprenant. J'utilise toujours sur le Safari. Mac, je l'avais mis, mais j'étais plutôt resté Safari. J'utilise Safari et j'utilise Edge. J'utilise les deux, quoi. Mais en fait, là, j'avais des gros bugs sur Firefox avec des onglets qui arrêtaient pas de planter. Il me disait, l'onglet machin a planté, l'onglet truc a planté. Je regardais, niveau conso mémoire, c'est vrai que les dernières versions, c'était une cata. J'ai dit, tiens, je vais tester Edgeum et Banco. Je le trouve très très bien. Et, voilà. Du coup, je suis resté dessus pour l'instant. Jusqu'au prochain changement, j'ai toujours pas essayé Brave et faudrait que je l'essaye. Ah, Brave, ouais, ok. Ouais. Ça pourrait être une solution, effectivement. Ouais. Bon, ImmuniWeb. Tadam. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Donc... ImmuniWeb, les amis. Alors, bon, ça nous concerne pas directement, personnellement. Voilà. Mais c'est un outil gratuit qui vous permet de tester votre niveau d'exposition sur le dark web. Donc j'ai fait un petit test sur Studio Renegade, tout va bien. Ok. Mais en gros, ça va vous dire, voilà en gros combien de fois vous apparaissez sur le dark web. Donc que ce soit dans les forums, dans les shops des vendeurs de fraude, etc. Ça va vous dire qui fait potentiellement du cybersquatting sur des noms de domaine, ou qui essaye d'avoir des noms de domaine qui ressemblent, etc. Ça va aussi regarder côté phishing s'il y a des sites potentiels qui remontent, qui pourraient être du phishing en essayant de vous imiter, etc. Donc c'est un truc que je conseille moi de temps en temps à
à mes clients pour qui je travaille. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc on peut vous mettre des captures. Je les mets, je suis en train de les mettre. Tu les mets, ok. Donc on a par exemple là, vous voyez un peu les régions et les endroits du monde où il y a le plus, où il y a le plus de menaces. Et ensuite je vous ai mis, donc là c'est un exemple. T'avais cliqué. Là c'est un exemple donc d'une société voilà, il y a 55 000 mentions. Ouais. Donc eux, autant dire qu'ils sont très très exposés. Et après, alors j'ai caché le nom, mais les 2 captures d'après, c'est sur un de mes clients, un vrai. Ouais. Et en fait, on voit une capture qui n'est pas proposée sur le portail, où là, on voit bien en fait que, ben voilà, là, ils apparaissent 60 fois sur le dark web. Cyber squatting, il y a rien de majeur, etc. Ouais, ouais. Et puis, et voilà. Et en fait, ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'il voit 76 mentions, mais après, il fait une pondération. Par exemple, s'il y a des choses qui sont redondantes et si c'est exactement la même fraude, mais à 2 endroits différents, il vous dit en fait, au final, il y a vraiment que 60 menaces et non pas 76. Mais voilà, je vous mets le lien si vous voulez aller faire un tour et tester votre boîte. Je vous mets le lien dans la chatroom et dans la description pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Voilà, c'est un outil gratuit. Ce genre d'outil est très très rare. Et je trouve que ça permet d'avoir une première approche. On peut, si vous bossez dans l'informatique de la boîte, etc., vous pouvez tester et ça vous permet de voir si vous devez aller plus loin avec une entreprise dont c'est le métier de faire de la cyber-réputation, etc., par la suite. Mais voilà. Et puis après, la curiosité, c'est toujours sympa de savoir si on apparaît quelque part. C'est que des domaines, a priori, hein, Bertrand Innov. C'est pas toi perso. Non, c'est pas toi perso, c'est que des noms de domaine. Alors, le seul truc qui me chagrine un peu, c'est que si vous allez voir sur le portail, vous allez voir qu'il y a un onglet, en fait, et vous voyez les dernières recherches. Et donc, vous avez accès aux résultats des dernières recherches qui ont été faites. Donc, si vous faites last test, et voilà. Et donc là, par exemple, là, je suis en train de regarder. On voit que, tiens, il y a viamichelin.fr qui a été testé. Viamichelin.fr. Apparaît 23 fois sur le dark web. Il y a 11 potentiels cyber squatting. Alors après, ils font du typo squatting aussi, donc c'est juste sur tout ce qui est logo, etc. Zéro phishing et il fait un check sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. D'accord. Mais le test peut être très long en fait. Hein. Le test, c'est jusqu'à 15 minutes. Ouais, c'est pas. Ouais, il y a pas mal de routines derrière et ils ont même une API. Donc, si vous voulez utiliser l'API et intégrer en fait ce check sur votre outil de gestion de log ou autre, vous pouvez. Il y a un onglet API et ils vous font des exemples avec du curl. Ils vous montrent comment appeler l'API et voilà. Après, c'est du Xpost. Je regardais, c'est pas du GET, c'est du POST. Donc voilà, tout va bien. Ok. Eh bien, c'est parfait. News suivante, on va parler de Samsung again. Samsung qui sort The Zero. The Zero, oui. The Zero est dispo en France. Alors, The Zero, c'est quoi? Ils ont sorti The Terrace, The machin, The truc. Ce sont des noms de télé. Ouais. Et ce sont des télés particulières, puisqu'en fait, c'est la télé qui a été présentée au CES et qui est capable de tourner sur elle-même. Et de voir en fait de voir les vidéos en mode portrait. Voilà. Donc elle a été présentée pareil au CES en janvier. Eh bien elle est disponible. Et donc du coup comme ça tu peux regarder Insta TV. Exactement. Et alors c'est motorisé. Ouais. C'est pas toi qui la tourne, c'est motorisé. Donc voilà, c'est une télé qui est 4K, 43 pouces, qui s'oriente automatiquement. Alors ils ont poussé le concept assez loin. Si vous avez un téléphone Samsung, vous le posez sur le bord gauche de l'écran et automatiquement il va tourner et faire de la duplication de votre écran sur l'écran, ni plus ni moins. Donc vous pouvez comme ça consulter votre téléphone sur grand écran, les vidéos TikTok, Insta, YouTube vertical et ce genre de trucs. Ça prend un peu de temps de tourner le site, oui. Sur Android, vous avez, c'est quasiment automatique. C'est-à-dire que dès que vous lancez un Chromecast ou machin et que votre téléphone est en position verticale, la télé va tourner en verticale. Si vous le mettez à l'horizontale, la télé va tourner à l'horizontale pour la vidéo. C'est pas mal.
Par contre, l'orientation automatique, ça marche pas sur iPhone. Il faut installer une app, l'app SmartThings, et en gros, pour faire la rotation, vous dites tourne la télé, et ensuite tu lances AirPlay 2, parce qu'il est compatible AirPlay 2 quand même, sur la télévision, et tu peux ainsi afficher tes vidéos en mode portrait. Utile, hein. Joker. Bon, le truc, c'est le prix. Non, technologiquement, c'est cool. C'est beau. Ouais, c'est beau, technologiquement, c'est sympa. Par contre, ça vaut quand même 1500 €. Voilà, pour une télé 43 pouces. Ouais, parce qu'après, j'allais dire, il y a quand même pas mal de télé 4K, voire les 8K qui arrivent, qui sont bien au-delà de 1500 €. Donc, ouais. Donc, je sais pas. C'est étonnant. tu vois, mais en dans gros, le genre inutile, je préférais la télé tableau, quoi. Oui, ou ouais, c'est vrai. Ou la télé d'extérieur. Pour mettre au bord de la piscine, tu vois, pour regarder un match de rugby, par exemple, tout en étant dans la piscine. Mais là, on va encore plus loin dans le truc. C'est-à-dire qu'on sort des télés à rotation automatique verticale. Salto arrière, triple lutte piqué. Mais après, ça doit être impressionnant. T'es dans ton salon, tu lances ton téléphone, t'as la télé qui tourne, machin. Alors il faut de la place, hein, parce que tu peux pas le mettre comme tu veux, tu peux pas le mettre au mur. C'est livré avec son pied, elle a un pied bien particulier. Hein, pour faire cette rotation-là. La rotation, elle se fait dans le pied. Oui, mais... Ah bah oui, bien sûr. Le truc est motorisé dans le pied, donc t'es obligé d'avoir ce grand pied-là. Voilà. Bon, c'est un peu... c'est original, mais voilà. Est-ce qu'on a entendu le bruit que ça fait quand ça rotationne? Non. Il n'y a pas encore de vidéo hors salon. Donc avec le bruit réel que cela fait, parce qu'en salon, il y a toujours le bruit ambiant, donc tu sais pas trop quel bruit ça fait. C'est ça. Voilà. Si ça te fait un vieux... c'est ça. C'est un peu... J'imagine que non, ça doit être relativement silencieux. Je pense pas non plus, c'est un peu... Voilà. Mais... Écoute. Et est-ce que c'est un entraînement direct, par courroie, tu vois? On sait pas. On sait pas. D'un autre côté, un Bet Surface Hub, ouais, 18 000 €. C'est ça. Mais bon, c'est pas tactile ni rien. Bref, ça sert à se la raconter en soirée. C'est ça, Flo. Le X Sunfish en contact avec Stop Covid. Le X Sunfish. Est-ce que vous savez ce que c'est le X Sunfish? C'est un téléphone. Oui, c'est là, regardez, il est dans la liste des appareils compatibles. Le X Sunfish. Donc, c'est-à-dire que Stop Covid a été testé dessus pour valider la compatibilité de l'app. Et bien, le X Sunfish, c'est le Pixel 4a. Et ouais, ça veut dire qu'il est vraiment pas loin et qu'il est dans la nature, là. Il est juste à notre portée. Nom de code X. C'est ça. Et en fait, il faut savoir qu'il a été testé par la boîte qui développe l'appli Stop Covid. Donc en gros, ils ont récupéré plein de téléphones du marché. Ils ont testé l'appli dessus. Et donc, ils ont testé le truc sur un X Sunfish, qui a été fourni sans doute par Google, tu vois. Donc voilà. Et c'est un Pixel 4a. Donc avant même l'annonce officielle. Voilà. Donc il faut savoir qu'il devrait être annoncé normalement mi-juillet, avec une dispo immédiate, le Pixel 4a. Donc à suivre, mais il est déjà en vadrouille, tu vois, pour que Stop Covid finalement puisse fonctionner dessus. Sans qu'un mec l'ait oublié involontairement dans un bar. Exactement. Normalement, il aurait dû être présenté le 12 mai. Et à cause du Covid, forcément, ça a repoussé tout ça. Mais bon, voilà. Donc Frandroid soulignait que c'était assez ironique finalement qu'un téléphone retardé à cause du Covid ait eu l'application Stop Covid déjà dessus pour le rendre compatible. Mais bon, c'est le X Sunfish, donc le Pixel 4a qui est bien plus proche que ce qu'on ne pense. Oui. Non, rien. Ok. Stop Covid est dispo justement. Stop Covid est disponible. Ouais. Tu voulais nous en parler. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé plein de fois de Stop Covid. Ouais, non, mais c'était juste là dire qu'il était dispo. Hein, ouais, voilà. Donc, je l'ai installé. Donc, voilà, c'est ça. En tant que consultant en sécurité, oui, c'est ça. Je l'ai installé. D'ailleurs, il a été bug bounty par YesWeHack. Alors, bug bounty YesWeHack, audit de code par une société dont le nom commence par Orange et finit par autre chose. Donc, il y a eu un audit de code fait par ma boîte, de ce que je sais. Bug bounty YesWeHack, la CNIL a mis son nez dedans. Donc, grosso modo, je pense qu'on est pas mal. En fait, le seul truc qui peut empêcher l'application de fonctionner et de faire vraiment ce pourquoi elle est faite, et c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de personnes qui l'utilisent.
Voilà. Oui, Donc, alors, oui et pas que, je pense. Alors, moi, je l'ai installé pour il le y a LOL. ça et le fait que ça fait du Bluetooth, que donc du coup c'est plus ou moins 1,50 m. Voilà, c'est pas ultra précis non plus, quoi. Alors, moi, j'ai interdit l'utilisation de l'activité en arrière-plan aux Ah ouais? applications. Oui. Et j'ai installé Stop Covid. Donc il m'a consommé 0% de batterie, puisque comme j'ai interdit l'utilisation en C'est arrière-plan, ça. mais donc du coup, il y a de fortes chances pour qu'il ne fonctionne pas en fait. En fait, là, il fonctionne pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme ils n'utilisent pas les API Google et Apple, en gros, l'appli se met en arrière-plan et tous les X temps, elle fait appel au Bluetooth. Mais du coup, ça consomme de la batterie. Donc, ils estiment entre 0,5 et 3,5%. Ça, c'est le développeur. Donc, autant vous dire que c'est plutôt entre 5 et 10%. Ouais. Forte chance. Voilà. Mais ça, c'est parce que la France a décidé de ne pas utiliser les API Apple et Google, et donc de contourner le Bluetooth. Alors, c'est vrai sur les iPhones, la consommation supplémentaire. A priori, ça n'est pas sur les Android. Ouais. A priori, sur Android, ça a l'air de fonctionner un peu mieux. À noter quand même. Moi, il y a un truc qui me chagrine avec cette solution-là, c'est finalement la centralisation des données, puisque c'est ce qui a été, c'est la méthode qui a été choisie par l'appli Stop Covid. C'est qu'en gros, il y a un serveur qui centralise toutes les données de contact et tout ça. Alors attends, que... Oui. Dis-moi. Alors, une minute, allez. Non, j'étais en train de regarder combien de pourcentage de batterie elle m'avait consommé. Ouais. Et figure-toi que malgré que je l'ai autorisé en arrière-plan, oui. Elle m'a consommé 0% de batterie aussi. Voilà. D'accord, ok. En fait, est-ce qu'elle fonctionne sur la journée? Donc, est-ce qu'elle fonctionne? Ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire que mon je commence à avoir un Bluetooth est doute. activé. Voilà. Après, elle n'aime peut-être pas ce que j'ai fait avant-hier sur mon téléphone. Mais puisque je l'ai libéré, délivré. Ouais. Je l'avais pas fait depuis l'iPhone 4 hein, quand même. Oui, c'est ça. Ça se trouve, c'est même pas en prod. Mais c'est clair, je lis. Pareil, le truc est pas actif. Et écoute, on commence à se poser la question. Voilà, je vérifierai demain. Si ça a bougé ou pas. Moi aussi, je l'ai installé pour le test. Mais honnêtement, du coup, j'ai un gros doute sur le fait qu'elle fonctionne sur iOS. L'appli Placebo, c'est un peu de l'homéopathie. Non, moi, le souci que j'ai, c'est l'idée du serveur centralisé. C'est dommage parce que en utilisant les API Google et Apple, justement, il n'y avait pas cette centralisation de données-là. Le fonctionnement était différent. Ouais, voilà. ouais. Après, tout est en mode anonyme. Hein, donc, c'est des identifiants aléatoires générés sur ton téléphone. Ouais, bon. Moi, mais a priori, possibilité de désanonymiser. Je sais pas. Honnêtement, moi, ça. À mon avis, c'est très compliqué de désanonymiser. Surtout qu'il y a les audits de code et le bug bounty qui ont été faits. Et s'il y avait, par exemple, le nom du téléphone, tu vois, ou une autre chose que l'identifiant qui fuitait au moment de l'inscription ou au moment du refresh de l'app, je pense que ça aurait été détecté. Donc, honnêtement, moi, je l'ai installé sans... Pourtant, je suis plutôt parano de par mon métier. Oui. Là, bon, je l'ai installé. Bon, visiblement, faut que je regarde parce qu'elle marche peut-être pas. Ça. Mais... Moi, j'ai un gros doute sur le fait qu'elle soit en fait en fonctionnement. Et vie privée, c'est largement mieux que Stop Covid. Ouais. En fait, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qu'il dit, c'est que si jamais demain tu es contaminé ou machin, il va falloir que tu donnes le nom, prénom, adresse de tous tes amis, quoi. Et là, bonjour l'anonymisation, quoi. Oui, alors là, on est dans les limites. Effectivement, normalement, après, il y a une équipe de la Sécu ou autre personne mandatée qui va appeler tes contacts pour leur dire, bon, bah voilà, Cédric, il a eu le Covid-19, vérifie qu'il te l'ait pas refilé, quoi. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc là, ce qu'ils disent dans la chatroom aussi, c'est j'ai lu que le code n'était pas publié en totalité, c'est vrai ou pas? Je pense pas, Hydreliox. Je pense que le code a été publié en totalité. C'est publié, ouais. Ouais. GTH dit a priori, même l'implémentation la moins intrusive a été démontée parce que désanonymisable. Ah. Bah, j'aimerais bien savoir comment. Mais, ouais, moi aussi. Mais ok. Mais bon, voilà quoi. Non, le truc marrant, c'est de rentrer dans le serveur et de passer tout le monde positif. Alors, Sam Moriarty, effectivement,
Tout le monde reçoit la notif, c'est un peu la fête du slip. Ça fait un bon petit DDoS des familles, je pense. Ça, je pense que voilà, les gens vont commencer à flipper sévère. Ça peut être marrant. C'est une évidence. Mais bon, écoute, j'ai beaucoup de mal avec l'app. J'attends de voir ce qu'elle consomme. Honnêtement, j'ai la sensation qu'elle utilise le fonctionnement d'arrière-plan de mise à jour toutes les 15 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les 15 minutes, elle va lancer une détection Bluetooth de tous les appareils autour. Ouais. Et elle va loguer tous ceux qui envoient un signal. Et si dans 15 minutes, quand elle se relogue, quand elle va se réactiver, elle est bien autorisée en arrière-plan. Ouais, moi non. Moi j'ai tout désactivé, donc je peux te dire, il n'y a personne. Le fonctionnement en arrière-plan ne fonctionne pas sur mon téléphone. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que elle va se réveiller au bout d'un quart d'heure, elle va revérifier, et si il y en a deux qui sont toujours en contact, ça signifie en fait, enfin toujours présent, ça signifie que tu as un contact de plus de 15 minutes. Donc là, il est enregistré. C'est-à-dire qu'il n'enregistrera pas avant. Il va faire ce delta-là, il n'enregistrera pas avant ou après, enfin voilà. Donc c'est... en fait, il y a une grosse faille, tu sais laquelle c'est ? C'est par exemple, je viens de faire la détection, 2 minutes après, tu viens, on discute, Stéphane. Tu viens, on discute. Il va lancer une détection, ok ? Puis tu t'en vas 1 minute avant la détection suivante. Au total, on aura passé 28 minutes ensemble, et il y aura eu un scan d'une seule fois. Et donc, en fait, tu seras pas enregistré. Et tu seras pas enregistré, du coup. Oui, bah après, ça a effectivement ses limites. Ah bah là, pour le coup, c'est même une très grosse limite, en fait. Mais après, est-ce que... Enfin, tu vois, l'utilisation des API Google ou Apple aurait pas changé grand-chose là-dessus. Non, ça Ah, peut-être qu'ils auraient eu l'autorisation de faire d'augmenter la fréquence, en fait. Tu sais pas. Ouais, peut-être. Tu sais pas. Pardon. Là où effectivement ça peut servir, c'est dans les transports en commun et tout ça, tu passes souvent plus de 15 minutes. Enfin, remarque, je dis ça, mais en fait, c'est même pas vrai. Ou avec tes collègues, au bureau, ou ce genre de trucs, mais ça s'arrête là. En fait. Non, mais je pense qu'effectivement, alors toutes les minutes, je pense pas, mais au moins toutes les 5 minutes, pour être sûr que... Alors, je sais que il y a beaucoup de gens qui défendent l'app. Moi-même, j'étais le premier à la défendre, dans l'idée de si c'était totalement universel, interopérable et tout ça, pas de souci. On est en train de rouvrir les frontières, lol. Du coup, si tout le monde avait une app qui fonctionnait avec les API Google et Apple, ça veut dire qu'un Suisse qui vient, qui utilise une app compatible, qu'un Belge qui vient, qui utilise une app compatible, si quand il rentre, il est contaminé, bim. Ça veut dire que, potentiellement, il peut recevoir la notif, moi je peux recevoir la notif, même si on n'est pas dans le même pays ou autre. Et c'est dommage de ne pas avoir cette interopérabilité. Ça, c'est clair que c'est dommage. Alors qu'on va rouvrir les frontières, là, dans pas longtemps. Donc, c'est complètement idiot. Ouais, il y en a qui arrivent à passer, hein, parce que quand je vois le nombre de touristes étrangers sur le bassin d'Arcachon, là... Ah bah, ça commence déjà. Guillaume FR qui dit en Corée et Singapour, ils scannent des QR codes dans les lieux clos, comme les contaminations ont lieu à l'intérieur. Ouais, en fait, c'est vrai que, par exemple, tu rentres dans un cinéma, tout le monde doit se déclarer je suis présent au cinéma en scannant un QR code unique. Bon, là, imaginons, tu as l'appli Stop Covid, tu rentres dans le cinéma, ça scanne ton identifiant, ok ? Si jamais une des personnes qui était présente à ce moment-là est contaminée, tout le monde reçoit la notif en disant il y avait quelqu'un de contaminé, vous avez potentiellement été... Là, il n'y a que les mecs qui seront à 1m50 de toi. Quoi. Exactement. Mais bon, c'est une façon de voir les choses. Alors que potentiellement, il y en a un qui a touché un truc... Et du coup, mais attends, ça va très loin. Du coup, à l'autre bout de la salle. Si tu veux retourner au cinéma la semaine suivante, eh bien, tu pourras pas. Parce que quand tu vas scanner ton QR code ou ton machin, ça te dira, la barrière s'ouvrira pas et te dira vous avez été en contact potentiellement avec quelqu'un il y a 1 semaine ou 15 jours. Donc on va attendre 15 jours où vous ayez fait un dépistage pour repasser avec un code de la bonne couleur et tout ça. Donc eux en fait ont choisi cette méthode qui est carrément extrême pour le coup. Mais qui en même temps a l'air efficace. Quand on regarde le bilan total en Asie par rapport aux autres pays, bon voilà. Après on inclut ou pas la Chine, hein, ça c'est autre chose. Mais là voilà, l'idée de dire je bloque l'accès au lieu à partir du moment où ce code a déjà été vu et dans la base de données des gens potentiellement contaminés, c'est la seule solution pour y arriver. Le problème, c'est que
t'es blacklisté de partout, c'est limite un crédit social déguisé, tu vois. Alors, sauf que c'est malade. T'es pas loin du crédit social, quoi. Bah, t'es malade et on t'interdit l'accès à un truc. D'un autre côté, normalement, t'es malade, tu dois te mettre en quarantaine. C'est la recommandation. Après, l'appli qu'utilise Singapour, ils l'avaient mis en ligne. Les sources étaient dispo. Ils avaient dit à tout le monde allez-y, remettez-la à votre sauce si vous voulez, mais utilisez-la. On l'a fait, on l'offre au monde, quoi, en gros. Oui, c'est ce qu'ils avaient fait. Et qui l'a repris? Personne. Ah. Voilà, personne n'a repris. L'idée était tellement... C'était quand même un bon moyen d'avoir une appli un peu universelle. Mais l'idée était tellement bien que justement Apple et Google ont proposé ces API-là. Ouais. En disant go. Et ces API sont pas accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que moi, développeur, je ne peux pas proposer une app qui fait appel à ça. Il faut être une organisation, il faut être un gouvernement, quoi, une organisation d'État. C'est pas possible. Ouvert, voilà. Il y a un système d'API management qui ouvre sur demande des autorités. Exactement. Exactement. Tu peux pas call l'API comme tu veux, quoi. Non, tu peux pas faire ce que tu veux avec. Bon, écoute, on est arrivé au bout de l'émission. On a quasiment 1 heure. On n'avait pas de dossier cette semaine. Non, pas de dossier, pas de test cette semaine. En mode sous l'eau. Voilà, un peu en mode à poil. Donc on a fait comme on a pu. Mais promis, semaine prochaine, on revient avec un dossier et un petit produit à tester. Donc voilà. Mais il y avait pas mal de news, donc c'était intéressant. Ouais. Pour nous retrouver sur Internet, @Cédric Bonnet pour moi, @LB Stéphane pour toi. Sur les Internet, c'est évidemment Twitter, hein, puisqu'il n'y a que Twitter sur Internet. Oui, c'est ça. Évidemment, je vous rappelle évidemment le Tipeee, tipeee.com/SCDRenegade. Et évidemment, si vous êtes Twitch Prime, vous pouvez nous aider. On en profite aussi pour remercier Epitech Digital qui soutient l'émission. Vous pouvez aller voir ce qu'ils font. C'est une école sur la transformation numérique qui forme des étudiants, non pas au marketing digital, comme souvent les écoles du digital, mais plutôt à la transformation digitale, donc UX designer, product owner, tout ça. L'objectif, c'est d'aider les entreprises à adopter l'outil informatique qui leur convient. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Vous avez le lien juste en dessous. Et sinon, pour nous, studiorenegade.fr/agenda. Vous pouvez aller voir toutes les émissions que l'on vous trame, les streams et tout ça sur la chaîne. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent en direct, donc si vous êtes sur YouTube, ça ne veut, ou sur iTunes, ou je ne sais quoi, ça ne veut rien dire pour vous. Mais juste après, vous avez un stream de Street of Rage 4 avec Charlie et Flo sur la chaîne. Voilà. Du coup... Charlie, si tu veux, j'ai ma manette. Voilà, sa manette, c'est ça. Donc vous allez pouvoir assister à ça juste après. Donc merci à vous, merci la chatroom d'avoir participé, c'était cool, vous étiez encore nombreux ce soir. Moi je vous donne rendez-vous dès demain matin pour la veille technologique de 8 à 9, soyez là, on va parler de plein de choses. Et puis viens voir, mon téléphone il clignote, non mais elle a vraiment fait. Sur ce donc, je vais aller réparer le téléphone. Sur ce, j'ai une resto à faire. Putain, une restauration d'un téléphone Android à faire, voilà. Et donc rendez-vous demain matin, et là sur la chaîne, restez là, vous allez enchaîner tout de suite avec Street of Rage. Ciao. Ciao tout le monde, à bientôt. Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital.